Bienvenue au Polysécure, épisode spécial Sécure. Je suis accompagné d'Andréane et Olivier. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans l'ordre où je vous ai nommé? Oui, Andréane Bergeron, je suis chercheur en cybersécurité chez GoSecure. Moi, c'est Olivier Bilodeau. Je suis le directeur de la recherche chez GoSecure. Oui, vous avez présenté une de vos recherches au Sécure, justement, l'usage de RDP comme étant le moyen qui est utilisé pour votre recherche. Dans ce cas-ci, c'est le moyen, puis les résultats qui s'en suivent sont beaucoup plus intéressants que le moyen lui-même. Je vous demanderai de vous en parler, mais avant de commencer à en parler, parce que André ne s'est pas dit ton pédigré, comme tu as dit au Sécure, tu arrives de la crimino, tu es en cyber, et surtout en recherche en cyber, ce qui est vraiment pas anodin. Est-ce que tu peux justement un peu juste relater avant qu'on commence pourquoi t'es atterri là? Parce que ça m'intéresse beaucoup, puis ça peut-être aider d'autres gens peut-être à venir nous rejoindre dans le domaine. Oui, oui, merci pour ta question. C'est vrai que c'est un petit peu anodin. Je suis un petit peu tout seul à avoir, pas tout seul tout à fait, là, mais on n'est pas beaucoup à avoir ce profil-là, disons, en cybersécurité. Mais c'est bizarre comment je me suis retrouvée ici maintenant. C'est un petit peu... les étoiles étaient alignées, là, fait que ça, c'est une grosse partie, mais je peux quand même vous dire comment les étoiles se sont alignées finalement. Dans le fond, j'ai étudié en psycho, j'ai étudié en crimino, j'ai fait mon doctorat à l'Université de Montréal en criminologie. Puis, j'ai toujours été intéressée par les questions de policing, qu'on va appeler là, en anglais. Je sais pas, excusez, j'ai pas le bon mot en français. Mais tout ce que la police fait, les interventions, c'est la compréhension aussi du délinquant là, à travers ça. Puis j'étais intéressée dans les interrogatoires policiers qui n'ont pas de lien nécessairement direct avec la cybersécurité, mais ce qui arrive, c'est que je travaillais. J'ai eu la chance d'avoir un partenariat pour ma recherche de doctorat avec l'unité d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec. Puis dans ces locaux-là, avec les enquêteurs qui étaient, qu'eux, avec certaines connaissances techniques quand même, je me suis mis à m'intéresser à comment est-ce que les personnes qu'on arrêtait pouvaient accéder à des fichiers de nature illégale. Les genres de fichiers que tu peux pas juste googler puis qu'il te faut un petit peu des connaissances pour atteindre. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de sujet-là qui était un petit peu plus technique que les gens dans mon domaine normalement font. Et puis finalement, je suis pas tombée si loin que ça avec ma job de chercheur après parce que c'est aussi du policing selon mon point de vue qu'on fait ou que vous faites les professionnels de la cybersécurité font, puisque on s'intéresse on va chercher des vulnérabilités, on va étudier le comportement de l'attaquant, fait que même si on n'appelait pas ça de la criminologie, c'est quand même un petit peu ça qu'on fait. Donc moi, je vais m'intéresser à la partie un petit peu plus sociale de l'attaque. Donc je veux savoir l'attaquant, comment il réfléchit derrière, comment il prend ses décisions, comment il procède. Un peu de tout ça là. Donc j'apporte ce côté-là un petit peu plus social à l'équipe, à notre équipe, puis ça donne un produit différent, puis où est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin là, dans nos analyses. Personnellement, je trouve ça très intéressant parce que j'ai fait un certificat en criminaux, justement, c'est dans des axes qui, justement, parce que je cherche à comprendre la motivation criminelle qui va en arrière de justement ces gens-là. Fait que je trouve ça d'autant plus intéressant que vraiment il y a des gens qui viennent porter. Cela étant dit, abordons plus dans le concret de votre présentation. Puis justement, ce que vous mentionnez, c'est que les choses depuis, vous l'avez présenté, les choses ont évolué. Vous êtes en train d'en analyser des choses supplémentaires. J'aimerais vous entendre un peu là-dessus parce qu'il y a eu des moments forts et des moments moins forts dans ce que j'en comprends. Oui. Tu veux que je commence, Olivier? Oui, vas-y. C'est ça, pendant notre présentation à Sécure, on a regardé un petit peu des comportements, on a regardé les comportements qui étaient associés à un humain derrière, puis plus à une machine. On sait qu'à un certain point, sont toutes les attaques automatisées d'une certaine façon, puis à un certain point, il y a un humain impliqué d'une certaine façon. Donc, c'est un petit peu ce qu'on est allé chercher dans notre recherche. Puis là, dans notre projet de recherche. Puis c'est ça, fait qu'on en est venu à voir que l'humain était peut-être un petit peu plus impliqué que ce qu'on avait anticipé ou ce qu'on avait lu dans certaines recherches qui ont été faites, qui étaient pas mauvaises, mais qui ont été faites de manière différente. Puis dans ces recherches-là, il disait beaucoup que les attaquants étaient très basiques, là, qui allaient utiliser des mots de passe qui sortaient de listes divulguées sur Internet. J'essaie d'utiliser des mots français en ce moment, puis c'est vraiment difficile. Des leaks sur Internet de mots de passe, puis dans le fond, de credentials,
mot de passe et nom d'utilisateur. Et donc c'est ça, les recherches disaient qu'ils utilisaient beaucoup ça, ce qui était déjà présent sur Internet. Alors que nous, ce qu'on a vu dans ce qu'on a parlé lors de notre présentation à Secure, c'est que il y avait beaucoup peut-être une implication un petit peu plus élevée d'un humain qui réfléchit un peu plus à son attaque et qui utilise nos informations, c'est-à-dire notre nom de certificat puis notre nom d'ordinateur, pour venir faire des mots de passe qui sont adaptés à ça, pour essayer de pousser un petit peu plus loin la stratégie d'attaque. C'est ce qu'on se constatait, puis finalement notre conclusion à ça, c'est Colin sont plus sophistiqués. Je sais que tu n'aimes pas ça, ce mot-là, Nicolas Laïc, mais un petit peu plus sophistiqués que ce qu'on avait annoncé dans certains médias ou dans des recherches précédentes. Fait que là, on continue à chercher là-dessus. On n'a pas terminé, puis on voit d'autres choses. On s'est mis à analyser les calendriers d'attaque, comme sur un peu les patterns là, dans le temps des attaques et tout ça. Puis là, on voit beaucoup de choses. Mais là, est-ce que, Olivier, tu veux rajouter quelque chose avant que je me lance dans ce qu'on voit dans les calendriers d'attaque? Parce que si je m'emporte, tu ne parleras jamais. Ben non, là, peut-être juste recadrer rapidement là, aux gens de quoi on parle. Là, mais dans le fond, nous, on a déployé des systèmes volontairement vulnérables sur Internet, mais pas à des vulnérabilités du type qu'il y a une vulnérabilité qui est exploitée par un logiciel, là, mais plus du type un mauvais nom d'utilisateur et mot de passe. Puis on étudie réellement de très, très près RDP, donc le Remote Desktop Protocol. Pourquoi on a choisi RDP? C'est parce qu'au fil des années, on a développé une expertise dans ce protocole-là. Puis je trouvais que SSH et Telnet étaient déjà très étudiés. Entre autres, là, grâce au logiciel Cowrie, un logiciel de Honeypot. J'ai d'ailleurs été le contributeur du volet Telnet de Cowrie quand je faisais de la recherche plus IoT. Puis là, en voulant amener la recherche ailleurs sur un des protocoles les plus utilisés pour compromettre les organisations, parce que les protocoles d'accès à distance, veut pas, on les expose sur Internet parce qu'on veut accéder à distance. C'est un peu comme par définition. Fait que là, en cherchant pour un blind spot, je trouvais que RDP était un gros était sous-recherché. Fait qu'on a développé une expertise dans RDP, puis on a un outil d'attaque qui fait l'interception RDP et la reconstruction, incluant les pixels, l'affichage, les saisies clavier, souris. Fait que là, moi, comme l'ingénieur, j'ai bâti le système. J'ai bâti grâce, il y a eu plusieurs autres personnes, là, des stagiaires, entre autres, puis des employés qui ont travaillé là-dessus. Là, c'est pas tout seul. Mais donc, on a maintenant un Honeynet où on fait de l'interception RDP depuis plusieurs années. On a des dizaines de millions d'événements collectés là, depuis le temps. Puis là, avec ça, maintenant, là, on est rendu à étudier finalement qui attaque ces systèmes-là. Puis c'est de tout ça qu'on a parlé durant notre présentation. Puis c'est là-dessus qu'Andréane elle élabore. Mais là, avec la table mise, vas-y, direct creux d'un calendrier. Ouais, c'est vraiment une bonne idée de recadrer dans RDP parce que là, j'étais tellement à l'intérieur de notre recherche que j'avais oublié d'expliquer la base. C'est un excellent point à amener. Donc, on a commencé à regarder un petit peu les stratégies d'attaque. Dans le fond, les attaquants, on va les appeler plus, qui tentent d'accéder à notre système RDP, ils essaient essayer le plus de mots de passe possible pour entrer. Donc, on appelle ça du brute forcing. Donc, ils vont essayer un paquet de username puis password différents en peu de temps pour essayer d'entrer. Et puis, dans le fond, c'est là-dessus qu'on s'était concentré dans notre dernière présentation. Puis, j'ai continué un petit peu à regarder justement ces patterns d'attaque-là dans le temps. Donc, au combien de temps est-ce qu'ils attaquent? Il y a toutes sortes de critères là, qu'on regardait. Donc, puis là, si je veux vous parler un petit peu là, des critères qu'on voit justement, puis des comportements que moi j'appelle. Ce qu'on va voir, c'est que, on a l'espèce de profil là, d'attaquants qui, eux, ils sont à la guerre. Là, ils nous attaquent là, pendant 3 mois non-stop, à toutes les minutes. Là, c'est juste, ça n'arrête juste jamais. Là, parce que là-dedans, il y en a que on sait qu'ils utilisent des outils d'automatisation dans le sens où il y a plusieurs mots de passe utilisateurs qui sont essayés par
seconde. Là. Des fois, on en a plusieurs par seconde. On sait que c'est pas un humain qui les tape là, parce que c'est comme juste humainement impossible. Donc, il y en a plusieurs par seconde où ils peuvent imposer des délais à ces attaques-là. Donc, systématiquement, il va y avoir 15 secondes entre chaque attaque pour être sûr de ne pas se faire détecter comme un dans le fond, pour essayer d'imiter un comportement humain. Puis là, souvent, ce qu'on va voir, c'est que c'est pas un délai qui est systématiquement les mêmes nombres de secondes, mais justement qui va varier. Là. Donc, des fois, c'est 1 minute, des fois, c'est 5 secondes. C'est bon. Justement, pour imiter les humains. Donc, ceux qui sont là, vraiment à la guerre qui nous attaquent, on voit tout ça. Là. Dans le fond, plusieurs attaques par seconde ou des délais imposés. Bon. Puis après ça, mais il y en a qui nous attaquent moins intensément. Il y en a, j'aime bien la stratégie d'essayer un mot de passe. Un mot de passe ici, mettons, un mot de passe par 30 minutes pendant 2 jours pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas détectés. Fait que là, ils commencent à attaquer là, plusieurs mots de passe par seconde. Puis là, ils y vont. Là. Sinon, il y a ceux aussi qui ont plus la stratégie de scanner Internet et d'essayer peut-être sur plusieurs réseaux en même temps, pas juste le nôtre. Donc, ça paraît qu'ils nous attaquent, ils font des petites attaques, pas nécessairement un essai, mais ça peut être plusieurs essais, mais quand même court dans le temps. Puis après ça, ils disparaissent, puis ils reviennent un petit peu plus tard dans le mois pour essayer de rescanner, pas de rescanner, mais ils rescannent un peu notre système, puis ils vont réessayer d'autres. Fait que ça, c'est... Puis, si je peux me permettre d'interrompre, mais aussi, tu sais, on sent qu'il y a aussi par fournisseur. Fait qu'on a vu des tentatives de login qui sont très ciblées à où est-ce qu'on héberge nos honeypots. Donc, c'est possible que ces gens-là scannent que les subnets de ces fournisseurs-là avec des credentials par défaut de ce genre d'environnement-là. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a comme toutes sortes de techniques qui sont dévoilées par l'analyse visuelle, finalement, des timings d'attaque. Ouais. Puis moi, j'adore voir là-dedans parce qu'on a vraiment fait une espèce de visualisation là, de ces calendriers-là. Ce que j'aime regarder plus particulièrement, c'est les trous. Parce que, tu sais, quand on nous attaque beaucoup, puis là, à un moment donné, il y a une journée qu'il n'y a pas d'attaque. C'est bizarre parce qu'il attaque en permanence, finalement. Puis là, c'est d'aller voir ces trous-là sont où. Fait qu'on a trouvé ça vraiment intéressant. On teste plein d'hypothèses en ce moment, là, à savoir, premièrement, on a des attaqueurs de semaine. Donc, la fin de semaine, il ne se passe pas d'attaque. Fait que c'est vraiment intéressant parce que là, on peut s'imaginer... C'est des employés, là. Fait que c'est du 9 à 5. Les autres, puis quand la fin de la journée, ils raccrochent, puis tcharbal, ils travaillent plus, là. Oui, puis ce qu'on peut remarquer aussi là-dedans, c'est que des fois, ils utilisent ils essayent le même mot de passe avec le même username plusieurs fois, tu sais, dans le mois. Fait qu'on peut s'imaginer que peut-être derrière ça, il y a comme des équipes de gens, d'employés, mettons, tu sais, puis là, qui font juste essayer d'attaquer les systèmes toute la journée, puis qui lancent des attaques, puis qui attendent, puis... Fait que il y a plein d'hypothèses là, qui peuvent être... mais on continue de chercher là, dans ces créneaux-là. Puis l'autre chose, c'est que des fois, il y a des trous qui sont pendant la semaine. Et là, quand on fait une petite recherche sur Internet, on voit qu'il y avait un congé dans un certain pays cette journée-là qui est observé par le gouvernement. Donc, peut-être un congé un peu obligatoire. Fait que ça pourrait expliquer le trou dans le calendrier. Puis les autres trous qu'on peut voir, c'est en termes d'heures. On sait que des fois, tu sais, les attaques, une fois qu'ils sont partis, ils peuvent rouler pendant plusieurs heures, ça on comprend bien, mais fait que ce que j'aime regarder, c'est le début de l'attaque. Il a été lancé à quelle heure? Il y avait un humain derrière l'ordinateur quand l'attaque a été lancée. Fait qu'on c'est cette heure-là que je regarde, là, puis ça arrive que c'est juste, mettons, pas entre telle heure et telle heure. Il y a une pause toujours de 8 heures à chaque jour qui peut être observée. Donc, c'est le genre de truc qu'on essaye pour désanonymiser le plus possible là, les attaquants. À partir de là, est-ce que vous êtes capable de voir les pays? Parce que tu parlais justement de fériés dans certains pays. Fait, j'imagine que vous êtes déjà capable, à partir de là, de déduire les pays les plus probables que viennent ces attaques-là. Oui, mais c'est sûr qu'on a l'adresse IP. Mais là, après ça, l'adresse IP, on l'assume pas que c'est la bonne puisqu'il pourrait utiliser un ordinateur compromis ou un proxy ou peu importe, un VPN. Donc, on n'assume pas, mais c'est sûr qu'on on regarde quand même. Tu sais, mettons, quand je cherche les congés, je regarde quand même dans ces pays-là parce que ça se pourrait qu'il utilise un VPN qui est proche de lui aussi, là, c'est très possible. Fait on peut jamais être sûr avec ces informations-là où est placée la personne, mais ça nous donne beaucoup d'indices qui sont intéressants. Il y avait par rapport à ça, là, pour parler des pays, il y avait des statistiques intéressantes que tu avais tirées, là, je l'ai dit de mémoire, fait que ça se peut que ça soit tout croche, mais
je pense qu'il y avait énormément d'IP américains en termes de nombre d'IP, beaucoup, beaucoup américains, mais en termes de volume d'attaque par IP, là, on était plus Russie, Ukraine, Hong Kong, là, tu sais. Fait que, Exact. encore une fois, tu sais, on noie dans les millions d'entrées d'attaques, mais on essaie comme quand même d'en tirer des signaux, là, puis de voir, tu sais, justement, en sol américain potentiellement que c'est des proxys parce que justement ce serait le fameux géofencing là dans le fond tu dis ma compagnie opère aux États-Unis pourquoi que des gens à l'extérieur pourraient reacher mes services dans le fond c'est comme mitiguer beaucoup de risques de couper RDP à travers le monde si tu en as juste besoin en sol américain par exemple. Fait que là, on pense que, tu sais, il y aurait énormément de services de proxy qui seraient utilisés pour justement sortir en sol américain. Tandis que ben, le volumétrie, ben là, on est dans le je m'en fous complètement de me faire réattribuer back à moi, je suis opportuniste, je scanne tout, la pédale dans le fond. Mais encore une fois, ça peut être un faux signal. Tu sais, ça pourrait être des proxys qui sont utilisés. Puis là, on a, grâce à les conférences, c'est tout le temps bon de partager son information parce que je veux faire une plug. On a justement identifié le risque de faire de la fausse attribution sur les proxys. Puis on en a discuté à un souper après l'enregistrement du dernier podcast. Puis on s'est fait recommander chaudement un service qui s'appelle Spur.us. Une petite plug, là, je fais pas d'argent pour cette plug-là, mais c'est plus pour les autres chercheurs qui écouteront le podcast qui pourront en bénéficier. Mais ces gens-là, leur travail, leur service, c'est d'identifier les proxys puis ils vont même te donner l'étiquette de c'est quel fournisseur, tu sais, dans certains cas. Fait que là, on est en train de. Ben là, il faut acheter le service. Là. On a trop de volume, donc il va falloir qu'on paye pour l'API. Mais on va s'en servir. Puis là, dans nos prochaines présentations, on va pouvoir inclure ça. C'est quoi le pourcentage de proxy dans les attaques qu'on a vues? Quelle sorte de proxy? Puis là, ça, c'est une information supplémentaire qui nous permet, encore une fois, de nous rapprocher d'une meilleure compréhension de l'attaquant. Tu sais, là, on les surveille de plusieurs niveaux. Tu sais, les word lists qu'ils utilisent, donc les combinaisons utilisateurs mots de passe, le pays d'où ils viennent, tu sais, sans la connaissance de si c'est un proxy ou pas. Là, on va rajouter par-dessus ça, est-ce que c'est un proxy? Si oui, quel service? Fait que là, on va réussir à vraiment faire des groupes d'attaquants, tu sais, des modèles finalement de ça, c'est tel type de personne, il fait, tu sais, lui, il va à coup de 3000 tentatives de la shot, puis il est persistant sur tous les mois qu'on a surveillés, versus quelqu'un d'autre qui serait plus comme un vertical, tu sais, pardon, horizontal, qui scannerait l'Internet au complet, mais pour une combinaison username password, puis qui utilise XYZ service. Fait qu'on on essaie, on espère vraiment arriver à bien décrire, puis ben pour un des buts ultimes, c'est sûr que mieux on décrit, mieux on peut se protéger, se prémunir contre ce type d'attaque-là. Puis une des conclusions que j'aimerais qu'on partage tôt là, dans le podcast pendant que tout le monde écoute, Andréane, elle a suggéré l'idée vraiment forte là, on se rend compte là, que de changer ton nom d'utilisateur, administrator, pour d'autres choses, prévient là, tellement d'attaques. Là. Tu sais, si c'est sûr, c'est tentant de laisser ce nom-là par défaut parce que c'est ça qui est installé avec Windows quand tu le setup, mais juste renommer ça, là, ça thwart genre une grosse proportion des attaquants. Ça les empêche finalement de rentrer. C'est presque aussi fort que de changer son mot de passe, sinon plus. Là. Fait que c'est fou pareil comme finding, tu sais, alors que je sais pas. Moi, tu sais, root, je veux dire, on laisse root parce que ça peut être mêlant sinon, mais dans le fond, c'est vraiment une bonne mesure. Puis c'est très pragmatique. Puis pourquoi qu'on le sait? Ben parce qu'on observe toutes ces attaques-là. C'est vrai parce qu'on parle toujours du mot de passe, de changer notre mot de passe, puis de pas laisser lui par défaut, puis tout ça, mais c'est parce que l'username, c'est un deuxième information vraiment importante que tu peux changer vraiment facilement, puis qui va vraiment rendre la vie plus difficile aux attaquants. Là. Puis si tu veux une statistique pitchée, là, c'est 60% des 3 millions d'attaques qu'on a regardées qui utilisaient un username, un nom d'utilisateur qui avait rapport avec administrator ou admin ou peu importe. Là. Fait que c'est beaucoup plus que la moitié là, qui essayent ça. C'est vraiment bénéfique de pas mettre ça.
Ouais, puis c'est intéressant parce que dans le monde Windows, il y a longtemps, on disait changer ça, puis finalement, les gens l'ont abandonné, cette stratégie-là, parce que les gens disaient que ça servait à rien. Justement, c'est ah non, faites pas ça, ça sert à rien parce que de toute façon, ton usager 500 puis 501 qui est le guest, t'es capable de lister facilement, t'es capable de les obtenir. Mais clairement, contre ce type d'attaque-là, puis maintenant, c'est ce qui est prédominant comme type d'attaque, ben, c'est d'une efficacité clairement très importante là, pour ralentir les attaquants. Puis, dans le fond, enlever le bruit. Là, puis, on parlait aussi de retirer le bruit dans tout ça, parce que sur Internet, c'est juste fou la quantité de bruit. Là. Mm. Mhm. Tout à fait. Non, vas-y, Oui, Nicolas. non, vas-y. Ben non, mais j'allais dire, tu sais, aussi, il faut être conscient que pour beaucoup d'organisations, tu sais, ils n'ont pas d'RDP exposé sur Internet. Tu sais, ça aussi, c'est quelque chose qu'on est très conscient de la limite de cette recherche-là. Euh, mais il faut dire que les attaquants, tu sais, on étudie les attaquants opportunistes ici, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que si vous êtes derrière un VPN, vous pouvez penser, ah, ben, tu sais, j'ai pas besoin de changer mon nom d'utilisateur administrateur. Puis, c'est vrai. Ceci dit, tu sais, il y a aussi des fois des histoires de le firewall empêche ces IP-là, puis le port RDP d'être rejoint, mais là, finalement, tu sais, avec le temps, les règles de firewall sont modifiées, il y a des erreurs humaines, il y a quelque chose qui n'est pas supposé être sur Internet qui est rendu sur Internet. Puis ces gens-là sont là constants à scanner, tu sais, à faire des tentatives partout. Fait que, ça fait partie de la défense en profondeur, finalement, mettons, pour tout ce qui serait potentiellement sur Internet ou dans la zone démilitarisée, par exemple, mettons, ben, qu'on voudrait changer ce genre de nom d'utilisateur-là. Ouais, ça vaut la peine pour le peu de poids que ça nous met de changer un nom d'utilisateur. C'est quand même fascinant quand on réussit à retourner à ce genre de conclusion-là après tant d'années qu'on a abandonné ça. Parce que moi, je me rappelle, c'est fin des années 90, début 2000, on disait c'est super important, ça. Puis à un moment donné, ça s'est perdu parce que ça emmerdait les gens plus qu'autre chose. Puis personne ne voyait le bénéfice qui était associé à ce genre de choses-là. Parce que ça faisait juste emmerder les gens finalement. Mais là, je trouve ça intéressant de voir qu'en rendu dans le cycle où on est rendu, ben c'est redevenu de l'avant, que vos recherches le démontrent très bien d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en est. Au-delà du fait que, il essaie des combinaisons de noms d'utilisateurs, mot de passe, des fois, j'imagine que vous avez des machines suffisamment vulnérables pour les laisser rentrer. Dans la démonstration que vous avez faite au Secure, il y en a une justement où vous voyez la personne rentre avec en cyrillique, fait que probablement du russe ou une langue associée. Qui était là. Est-ce que ce genre de choses-là fait partie de votre recherche également, de voir comment ces gens-là se comportent ensuite? Ouais, vraiment, là, on avait tellement hâte d'arriver en tout cas moi, à cette partie de la recherche-là. C'était vraiment, je trouve ça extraordinaire, l'outil qui a été construit. Puis je suis vraiment chanceuse d'arriver au moment où il faut juste analyser les données. Moi, je tripe vraiment. Fait que c'est ce on est en train de faire, là, ces semaines-ci. C'est de l'analyse dans le fond, c'est comme si j'avais une vidéo, carrément, là. Fait que je regarde la vidéo de qu'est-ce qui se passe à partir du moment que la personne rentre. Bien sûr, la plupart du temps, la première chose, c'est le changement du mot de passe pour être maintenant lui-même administrateur et avoir le contrôle, puis que personne d'autre rentre. Ce qui est quand même intéressant, là, je vais élaborer juste un petit peu là-dessus, mais tu sais, la personne, elle rentre dans le système, mais elle réalise, là nous, c'est admin, là, c'est admin, là, genre, là, la combinaison. Fait que c'est quand même assez simple. Mais c'est quand même un choix intéressant parce que si tu changes le mot de passe, tu sais que la personne à qui ce système-là appartient ne pourra plus rentrer dans le système. Donc, les chances de perdre l'accès à ce système-là parce que quelqu'un s'en rend compte, parce que quelqu'un va le resetter ou le wiper ou whatever, le réinitialiser, augmente. Mais pour eux, de ne pas se faire compromettre, mettons, par un autre attaquant opportuniste, a l'air de valoir plus la peine. Donc, ils vont quand même changer le mot de passe. Fait que en tout cas, c'est quand même un comportement fascinant. C'est pas tous les cas, mais c'est un fort pourcentage qui va changer le mot de passe. Puis là, vers quoi il le change? Là, nous, on est là avec notre caméra, entre guillemets, puis on regarde, puis on est comme il met pas un vraiment bon mot de passe. Là, on est découragé de la sophistication ou le manque de sophistication, finalement, des adversaires. Ouais. Puis là,
parlons-en du manque de sophistication. Là, ça fait plusieurs jours en ligne que je regarde des vidéos puis que je suis un petit peu découragée parce que je m'attendais à voir des espèces de gangs de ransomware qui rentrent puis qui font vraiment beaucoup de dégâts puis qui c'est bon. Pour l'instant, je suis sûre qu'on va en avoir des plus intéressants que ce que je suis tombée dans les derniers jours, mais pour l'instant, ce qu'on a regardé, c'était des gens qui n'avaient pas trop l'air de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient en fait. On a même vu quelqu'un taper dans Google script pour virus, fait que là on est on est dans le très très basic là. Bon, j'étais un petit peu déçue là, je suis rentrée chez moi le soir en me disant Caroline, je peux pas croire qu'on a tout fait ça pour regarder ce gars-là taper googler des virus. Mais aujourd'hui là, je suis plus encouragée là. Là on voit des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font puis qui installent des vrais outils puis on prend tous les outils en note là. Mais c'est ça, fait que dans les ouais, vas-y. Ben pour donner un détail, tu sais, c'est du monde. Dans ce cas-là spécifiquement, c'est écrit en arabe. Fait qu'on n'est pas capable de instantanément savoir que la personne Google pour des virus. Il faut prendre notre téléphone puis mettre Google Lens pour faire de la traduction d'images en simultané. Puis là, on est comme puis là c'est pas clair. C'est soit un truc antivirus ou de virus. Puis là, finalement, après plusieurs minutes, là, on se rend compte. Il est vraiment pas bon. Fait que ça comme nous débine un peu. Oui. Puis une des difficultés là-dedans, là, c'est merveilleux d'avoir l'outil de Google Translate en même temps, là, parce que on se rappelle qu'on a les captures clavier, hein, dans ce qu'on voit, là. Dans le fond, je vois ce qui se passe et j'ai la capture clavier. Puis là, tu sais, il écrit en cyrillique, puis mettons, ou plus en arabe, puis c'est de gauche à droite. Fait que là, moi, j'essaie de copier ça, tu sais, pour le traduire, mettons, dans mon Google Translate. Ouais. Puis, tu sais, j'essaie de le mettre à l'envers, mais ça marche pas tout à fait, tu sais. Plus, ça donne un truc vraiment... Au début, ça me donnait qu'il cherchait pour des antivirus, mais c'était pas du tout ça, tu sais, c'était comme le contraire. Fait que là, bref, il y a quand même un niveau de difficulté à aller chercher les informations puis à utiliser les bons outils finalement. Là, mais avec le téléphone, ça marche très, très bien. Là. On réussit. Puis sinon, le contenu qu'on a le plus vu jusqu'à maintenant, parce qu'on a regardé les vidéos qui étaient plus lourds, on va dire, là, qui avaient enregistré plus d'images secondes, ça va être des contenus pour adultes. Donc, on se rend compte qu'il y a des gens qui accèdent... Je veux vraiment comprendre. Il y a quelqu'un qui vient prendre le contrôle d'une machine en RDP pour aller écouter du contenu pour adultes. Il fait pas ça sur sa machine, il fait ça sur la machine d'un autre. Exact. Sauf que ce qu'on comprend, c'est que la recherche, mettons, de sa recherche de films pour adultes, elle est souvent en arabe, disons, la recherche. Où ils vont chercher pour, mettons, du contenu iranien ou des choses comme ça. Donc, on peut comprendre que c'est probablement bloqué dans leur pays, l'accès à du contenu pour adultes. Donc, ils sont obligés de prendre d'autres mesures pour contourner un petit peu ça. Ils sont obligés d'hacker des systèmes pour aller consommer de la pornographie. Donc là, mon hypothèse, mais là, elle reste à tester. Ce n'est que des hypothèses, mais on pense qu'en fait, ce ne serait pas eux qui auraient compromis le système, mais qui se seraient fait vendre un accès à RDP. Fait que c'est ce qui expliquerait aussi, parce que tu vois qu'ils sont pas très bons, là, ils font que aller voir ça, c'est qu'ils regardent pas d'autres choses. Ou ils tapent script pour virus, puis après ça, abandonnent tout, puis s'en vont voir de la porn. Fait que c'est pas les mêmes personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens impliqués dans ce processus-là. Là. Oh mon Dieu! Une des captures aussi drôles, c'est la personne Google pour de la pornographie, ouvre de la pornographie de façon systématique et download la pornographie, puis il se l'envoie sur Telegram. Fait qu'il installe Telegram sur l'ordinateur, puis il se l'envoie à lui-même. Tu sais, c'est pas... dans le fond, il clique sur son profil, puis là, il peut envoyer un message à son propre profil, puis là, il s'envoie des fichiers. Fait que là, nous, ce qu'on pense ici, c'est que cette personne-là pourrait être dans opérer d'un pays où c'est bloqué par des firewalls nationaux, là, par les fournisseurs d'accès Internet. Et donc, pourrait avoir une business une compagnie ou travailler au noir, finalement, à vendre potentiellement des clés USB qui auraient de la pornographie. Fait que là, lui, ça serait sa façon de monétiser son hacking, finalement. T'sais.
il sait pas trop quoi faire, mais ça, c'est facile. C'est disponible gratuitement sur Internet, mais si il en parle à ses voisins, tout ça, puis que le monde est comme ah ouais, tu pourrais m'avoir ça, cool, je suis prêt à payer quelques dollars ou whatever, puis là, ben lui, il peut faire ça. On revient à quand j'étais jeune, nous autres, c'était les CD gravés, on achetait ça à l'école. Là. Il y avait le gars qui avait un graveur, puis il vendait des jeux piratés, puis ben, c'est un peu, ça me fait penser à ça là, quand j'étais jeune. Lui, il vendrait de la pornographie. Fait que, ça, on dirait ça. Mettons, tu m'aurais dit, Olivier, qu'est-ce que tu penses que tu vas voir dans tes honeypots? Jamais il y aurait eu ça. Jamais j'aurais pensé à ça. Mais maintenant qu'on a tous les éléments, on est comme, ah, ben, ça a de l'allure, tu sais. Bonne façon d'arrondir ses fins de mois. C'est le fun quand même de voir les différents profils. Comme là, tu vas voir lui qui download puis qui te l'envoie. On peut s'imaginer à sa compagnie derrière, son business derrière. Mais après ça, il y a ceux qui font juste aller la consulter. Puis même qu'on dirait que j'observe, puis là, je suis pas certaine, mais on dirait que j'observe qu'ils n'osent même pas cliquer sur le lien. T'sais. On dirait que c'est tellement illégal là, que ils font juste checker les thumbnails. Là. Je veux dire, juste quelques images d'espèces de clips de vidéos. Fait que t'as lui, t'as l'autre qui est moins gêné, mettons, là, qui se gêne moins pour se l'envoyer. Puis là, bon. Fait que c'est le fun de voir les différents profils puis les différentes hypothèses là, qui en découlent. On a aussi un downloader de films américains, mais traduit en... Là, je vais me tromper de langue, mais en hindou. Hindi? Hindi, ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'on a eux, je sais pas s'il fait le trade là, de ce genre de film-là ou juste les mettre disponibles en langue. Après ça. Mais on en a des plus sophistiqués aussi. Ben, plus sophistiqués. Oui, comparé à eux qui vont regarder des films pour adultes, sont un petit peu plus. Ils ont d'autres objectifs qui vont être plus lucratifs, mettons, on va dire ça comme ça. Il y en a on les a vus se connecter sur des applications là, pour un peu vendre. Comment qu'on peut appeler ça? Olivier, tu peux peut-être être meilleur que moi pour vendre ton... Pas ton Internet. Ton Internet. Oui, ton Internet, c'est ça qu'on... Ouais, c'est ça. Il installe des logiciels que tu participes à un réseau de proxy, puis c'est légal. Puis là, tu sais, c'est Hide My Ass faisait ça avant. Là. Pardonnez-moi la vulgarité, mais c'est le nom du service. Puis Trend Micro avait fait une excellente recherche sur comment, oui, Hide My Ass, c'est un VPN gratuit, mais ils se servent de ton VPN pour passer d'autres trafics dedans. C'est pour ça que c'est gratuit. Tu sais. Ben là, depuis, c'est Luminati qui a été renommé, là, j'oublie le nom, mais en tout cas, ils ont changé de nom quand, encore une fois, ils se sont fait exposer par une compagnie d'antivirus. Puis là, le cas spécifique qu'Andréane parle, c'était Traffic Monetizer, qui est un autre fournisseur de ce genre d'affaires-là. Fait que la personne download un logiciel, met un slug sur un portail qui donne un token qui associe son compte à ce token-là, dans le fond. Puis là, il met le token dans le logiciel. Fait que là, il y a un logiciel qui roule en background qui va utiliser la connexion Internet. Tu sais pas qu'est-ce qui passe dans ton ordi nécessairement, mais tu fais quelques sous par jour, par mois, je sais pas, là. Mais fait qu'on voyait ça aussi. Là. Fait que, puis dans un cas, c'est la personne à double down. Elle installe ça et elle download la porn. Exact, en attendant. En attendant, il fait. Puis il va voir combien d'argent qu'il a fait à toutes les 10 minutes là, pour être sûr. Là, mais on voyait qu'à date, il avait fait un gros 4,85. Là. Mais c'est pas de notre correction à nous, mais dans son compte, il y avait 4,85. Ça va pas très vite. Mais c'est drôle, parce que c'est juste des petites magouilles, là, des petites affaires d'adolescents, des petites magouilles d'adolescents. Justement, comme tu parlais dans le cours d'école qu'on avait, l'adolescent, tu avais toujours celui qui était mieux, puis il y avait toujours une petite grossette quelque part. C'est vraiment strictement ça qu'on voit là, des magouilles de fond de ruelle. Là, rien de justement, on parlait de sophistication, mais tu sais, c'est tout des petites affaires que... Puis, tu sais, dans le fond... C'est maximiser la ressource volée. Dans le fond, il y a beaucoup... au début des connexions, il y a beaucoup d'évaluation du système compromis. Puis là, nous, tu sais, mettons, dans notre recherche, on n'est pas rendu loin dans essayer d'avoir l'air d'une grosse entreprise. On n'a pas de faux documents, puis etc. On veut y arriver éventuellement, mais c'est énormément de travail, là, faire des faux documents sans juste copier les siens de sa job. Fait qu'on l'a pas fait encore. D'ailleurs, si n'importe qui a des suggestions d'outils ou d'idées ou de données qu'on pourrait utiliser pour faire ça, on est preneur. Mais
Donc, le système est évalué sur qu'est-ce qu'il y a dedans, tu sais, bureau, documents. Il y a aussi un volet ressources. Donc, ils vont regarder c'est quoi le CPU, est-ce qu'il y a un GPU. Puis j'ai l'impression que là, si on avait, disons, si on simulait une grosse carte graphique, j'ai l'impression que là, on aurait du Bitcoin mining puis des choses plus apparentées à la crypto-monnaie. Mais là, on n'en a pas. Les gens, ils pivotent vers d'autres. La connexion Internet, c'est des machines dans le cloud, fait que la connexion Internet est super bonne, donc souvent c'est relié à ça. On voit aussi scanner. Ils utilisent ces systèmes-là comme pivot pour scanner d'autres systèmes. On voit toutes sortes d'affaires, là, mais là, comme Andréane a dit, on procède par volume. Fait que là, on analyse les grosses connexions. Puis les connexions qui sont grosses, c'est celles qui vont avoir le plus de changements de pixels, si on veut, dans l'interaction avec le système. Donc, ça donne que de la peau qui change de place, ça génère beaucoup de pixels. Ouais, la peau est un générateur de pixels, mais donc justement c'est l'espèce de phase de reconnaissance qui vient qualifier le système en question puis qui donne la suite après. Est-ce que vous avez été capable de distinguer justement les sources de qualification dans le fond parce que de toute apparence ils sous-traitent. Dans ça, vous devez apparaître dans un registre X, voici une machine X à telle place puis machin, vous pouvez faire ça ou est-ce que vous êtes rendu là dans votre recherche de qualifier l'étape 1 puis ensuite la revente de l'étape 1? J'aime ça, comment tu sais, là, je l'ai même noté, la source de qualification, parce que dans le fond, ça va faire partie de comment on pourrait catégoriser un groupe d'adversaires, tu sais, qualifier le système de cette façon-là. Ce qu'on a vu, que je peux dire avec certitude, c'est on a vu des gens qui ont des outils custom pour faire la qualification. Donc, ils vont uploader un PE, un binaire. Là, le binaire va falloir que je l'analyse, là, tu sais, reverse engineering, voir si est-tu sur virus total, y a-tu des strings qui révéleraient c'est qui, y a date de compilation, etc. J'ai pas encore fait ce travail-là. Mais ce binaire-là, c'est vraiment un outil vraiment basique, graphique, étrangement, là, qui va générer dans une boîte de dialogue. Fait que c'est un bouton. Il clique sur le bouton, ça génère un payload en JSON, tu sais, fait que donc clé valeur là avec les petits curly brackets, avec des informations genre CPU, est-ce que le Windows est légal, est-ce que il est join au domaine, y a-tu tel logiciel d'installer, entre autres un Bitcoin Wallet, logiciel apparenté à ça, logiciel de poker. Fait que là, nous, on s'est dit, à un moment donné, il va falloir faire un époque qui a des poker software install puis voir qu'est-ce que le gars va faire avec ça. Le gars, la fille, peu importe l'adversaire. Fait que donc, on a vu la qualification, là, pour réutiliser ton mot, basée avec un outil précis, mais on envoie de la qualification faite, là, il va ouvrir une ligne de commande où il va regarder le task manager, puis là, il va voir qu'est-ce qui roule, il va regarder CPU info, tu sais, voyons, dans le device manager là, sur Windows, c'est quoi le CPU, etc. Fait que il y a différentes stratégies dans le fond. Puis basé sur ça, ensuite, les seconds arrivent puis consomment de la pornographie. Parce que vous êtes clairement listé dans le registre de la pornographie. Mais c'est drôle parce que, puis, de savoir, à la limite, quel est ce registre de système dans lequel vous êtes qualifié comme étant une source de pornographie est très intéressante là, en termes d'utilisation. Là. Puis justement, en testant, j'imagine que quand vous allez amener plus loin, justement en mettant un GPU ou en mettant des logiciels de poker ou de Bitcoin, j'imagine que ça va... ils vont pivoter très différemment ou des choses, des éléments comme ça. Et au-delà du rudimentaire, est-ce que vous avez vu des personnes qui ont utilisé le système pour attaquer d'autres systèmes? Parce qu'il y a quand même le risque associé à ça. Là. Oui. Donc, on a vu des gens utiliser Masscan. Puis, encore une fois, pour aller dans la direction où les gens sont pas sophistiqués, ils utilisaient Masscan GUI. Donc, il y avait le graphique, l'interface graphique puis tout. Puis, il scanne pour du RDP spécifiquement. Donc, pas d'autre part, juste RDP. Puis, on a vu, dans certains cas, c'est RDP, c'est le port 3389. Puis, on voit, dans le fond, il scanne Internet au complet, horizontal. 3389
1 3389, 2 3389, 3 3389. Quand même avec un petit twist clever de genre je vais au moins détecter un RDP qui a eu une certaine tentative de le cacher. Là, j'ai fait des guillemets aériens là, pour les gens avec la certaine tentative. Mais fait que donc, on voit, si on veut, là, une soif de compromettre d'autres systèmes. Puis dans certains cas, on a même reçu des automatiquement là, des abuse notifications, comme quoi no honeypot scannait l'Internet. Tu sais, j'avais déjà demandé la permission à notre provider, mais tout ça, c'est tout automatisé. Donc, le provider n'a pas comme fait c'est voulu ou whatever. Puis ce qu'on fait généralement dans ces cas-là, c'est on rafraîchit l'environnement. Là, tu sais, on détruit puis on recrée des nouveaux sets de systèmes. Ce qui est le fun dans l'architecture, c'est une des raisons pour lesquelles ça a pris autant de temps à bâtir, là, mais c'est que les logs sont envoyés tout directement par des message queues. Là, fait que mes systèmes peuvent être ultra compromis. Puis moi, à distance, tant que je peux les déliter, je vais m'en sortir puis j'aurai pas perdu d'informations. Fait que donc, on a même là, un ensemble de systèmes, vu que, comme on a révélé plus tôt, souvent, ils changent les mots de passe. Donc, pour rester attrayant puis continuer à collecter des nouvelles techniques, si on veut, on a même un ensemble de systèmes qu'on va détruire périodiquement là, tout le temps pour avoir tout le temps des nouvelles interactions. Fait que, ouais. Très intéressant. C'est tout ça est fascinant, ces affaires-là, parce que moi, je suis pas dans cet univers-là. Moi, je suis dans l'univers du IR. Fait que je vois des attaquants peu sophistiqués se taper la tête sur les systèmes puis d'essayer de façon ce genre-là, c'est sûr que ça ne fait pas du RDP dans les cas que je voyais. Moi, c'était plus des fichiers Excel qui rentraient puis que les gens ouvraient puis se tiraient dans le pied finalement avec le fichier Excel. Là. Mais puis ensuite, tu vois quand le premier script est rentré, ensuite tu vois justement la même genre de démarche, j'imagine. Parce que peut-être un peu plus sophistiqué, parce que moi, je voyais pas, je cherchais pas de la porn. En tout cas, bref, j'ai pas vu ce genre de choses-là. Mais tu vois, il fait juste loader ses toolkits, descendre ses toolkits un après l'autre. Mais ça, d'ailleurs, est-ce que vous en avez vu des gens du monde qui descendent des toolkits, mais des vrais toolkits, là, pas des affaires en GUI, là? Est-ce que c'est arrivé ou c'est vraiment, vous avez juste du monde avec des GUI parce que c'est du RDP finalement? Là? Ben là, un matin, on a vu un Mimikatz, puis il a pas réussi à s'en servir. On était comme, voyons. Mais c'est pas lui qui l'avait installé, par exemple. Ça, c'est un exemple de justement deuxième personne qui rentre. Là, le mot de passe était déjà changé. Fait que mais Mimikatz, je l'ai vu 2-3 fois déjà, mais j'ai jamais vu personne l'installer. Fait que c'est peut-être une espèce de comment qu'on pourrait appeler ça, un modus operandi finalement. Là, la personne qui a compromis le système avait besoin de Mimikatz, l'a installé pour extraction. Puis après ça, a juste revendu l'accès. Mais parce que normalement, il n'y a pas d'autres fichiers. Mais sinon, on en a vu d'autres. On a vu le NL Brute, qui, je pense, c'est utilisé pour craquer du RDP, mais peut-être pour autre chose aussi. Là, mais je sais que dans ce cas-ci, c'était pour brute force du RDP. Puis là, je cherche dans ma liste d'outils que j'ai vus, mais... On a vu du Silver Bullet qu'on connaissait pas aussi. Qui est ça a l'air d'un genre de burp, mais avec le Bad Guys Mode activé. Là. Genre, par défaut, tu sais, burp, c'est un logiciel de sécurité applicative. Donc, tu sais, par défaut, ça vient avec l'utilisation d'un proxy parce que c'est ça qui te permet de faire tes tentatives puis de tamper. Mais là, ce logiciel-là, c'est pas un proxy, c'est des proxys. Tu sais, fait que tu vois tout de suite la nuance bad guy un peu. Fait qu'au lieu d'utiliser Burp et de peut-être essayer de compromettre PayPal, mais à mitaine avec ou même avec Repeater, whatever. Mais là, vu qu'il y a des proxys, ça veut dire j'attaque quelqu'un que j'ai pas la permission parce qu'il faut que je passe par plusieurs proxys pour pas me faire bloquer. Tu sais, fait on sent vraiment une optique plus black hat derrière ce tool-là. Même, puis ça, c'est le premier onglet, si on veut, c'est le plusieurs proxys. Deuxième onglet, c'est word list. Donc, l'outil supporte dans le fond, d'essayer de brute forcer des logins. Puis, c'est une feature top level que tu mets des word lists dedans pour réussir à essayer des combinaisons d'utilisateurs par mot de passe. Fait qu'on on sent vraiment le différent focus. Puis là, ça, c'est un outil qui est sur GitHub, mais il y a une version pro qui est vendue sur Telegram. Puis on a vu
des gens interagir avec ces environnements-là. Fait qu'on découvre des toolkits qu'on connaissait pas en observant. Puis c'est pas fini là. On n'a pas encore fait le tour de tout ce qu'on a collecté, mais oui, il y en a. Puis ce qui est intéressant, c'est ça, c'est l'espèce de on est toujours dans une espèce de c'est pas de l'open source là, mais tu sais presque. Puis c'est quand même accessible, c'est pas secret, mais clairement tout le temps gris là, tu sais jamais du white hat comme NLBrute là, tu sais je connais pas de pentester qui utilise ça là, tu sais c'est vraiment fait pour compromettre. Puis souvent ça a des GUI, puis peut-être même que c'est backdooré là comme genre d'outil d'attaque là, tu sais à voir là, faudrait vérifier. Ouais, je serais pas étonné que ça soit pas propre de toute façon dans son ensemble. De toute façon, les malveillants ont pas tellement d'honneur entre eux autres. Fait que justement, une des choses qu'ils font, c'est justement changer un mot de passe. Puis j'ai déjà vu des systèmes où ils venaient patcher par après, justement, pour pas que quelqu'un puisse se repasser en arrière puis prendre la même vulnérabilité. Puis le fait que tu sais, on a ils protègent comme leurs nouveaux actifs qu'ils possèdent pendant un court laps de temps, qui doit avoir une valeur définie sur leur marché dans lequel ils revendent, puis j'imagine par la quantité. Là. C'est ça. Pour Mimikatz, il y a un soupçon relié à ça parce que je sais que tu peux activer. Tu sais, RDP, tu es capable d'avoir un desktop silencieux, tu sais, comme un espèce de. Tu te logs en RDP, mais ça change pas l'interface utilisateur pour la personne, comme un mode admin, si on veut. Puis ça, c'est quelque chose que Windows supporte juste en faisant du patching en mémoire. Tu sais, c'est dans le fond, ils ont comme détourné une fonctionnalité légitime de remote support. Puis il y a des outils qui permettent de faire ça pour comme entre autres abuser des licences. Tu sais, un Windows Server qui est multi-user, ben si tu as le même code dans le Windows Desktop, fait que si tu actives cette fonctionnalité-là, tu serais capable d'être multi-user sur un Windows normal desktop. Fait que donc, Mimikatz, je pense peut-être que c'est pour ça. Fait que là, la personne elle exécuterait ça, elle s'arrangerait pour avoir une porte dérobée dans le système toujours, puis elle pourrait aller vendre la porte normale, la porte régulière qu'elle vient de compromettre sur les forums, donc faire de l'argent de cette façon-là, mais garder quand même la mainmise sur le système. Fait qu'encore une fois, une façon de double dip, là, comme installer un proxy puis vendre la pornographie, etc. Ouais, ils sont assez fascinant. non-stop sur ça. Ils vont traire la vache jusqu'à temps qu'elle soit complètement sec, là. Mm-hmm. Mais tu sais, moi, en tout cas, moi je pense si tu es en situation économique favorable, tu n'as pas besoin de faire ça. Donc, c'est clair qu'on est en train, nous autres, de se rendre compte que c'est des gens qui essaient d'améliorer leur situation. Il n'y a personne qui a l'air d'avoir de fun nécessairement. On est loin du hacking des années 90, de genre j'explore et je suis, j'expérimente et je veux pousser les systèmes à des limites, ou d'une façon qui ne sont pas censées être utilisées, mettons. Là, on est vraiment plus dans, comme tu dis, je traite la vache puis j'essaie de sortir chaque goutte de lait. Là. Mais tu sais, je pense que ça devient très la criminaux, là. C'est plus Andréane qui devrait parler. Mais c'est ça, si on comprend pourquoi les gens attaquent puis qu'on est capable de changer leur réalité, tu sais, peut-être qu'il y aurait moins d'attaquants opportunistes comme ça, justement. Olivier t'a lancé une balle, là. C'est pas ouais, je sais, mais il a tout dit. Tout est dit. Non, mais c'est ce qu'on travaille là-dessus tous les jours. Là. Mais tu sais, on n'est pas encore. On est très préliminaire là, en ce moment dans tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Là, on commence les recherches. Là, puis il y a beaucoup de stock. Là, puis il y en a en masse des hypothèses à tester puis des informations à aller chercher. Là, mais on a bien du fun. Puis à un moment donné, on reviendra parler de qu'est-ce qu'on a trouvé, mais il va falloir attendre un petit. Quand ils auraient compris les attaquants, on viendra vous en parler. Ouais, mais la recherche, ça de plate que c'est long avant d'avoir des résultats et des résultats intéressants. Là, Olivier parlait que ça faisait 6 ans que le setup est en cours de choses. Déjà, mettre ça en place, c'est déjà un travail. Mm-hmm. Et ensuite, l'analyse, puis le temps de récolter l'information, ça en est un autre aussi. Là. C'est pas instantané. Là. Bien malheureusement, à certains égards, quand on est un peu pressé. Là.
Moi, j'étais un peu déçu de constater qu'ils n'utilisent même pas les bonnes pratiques infonuagiques qu'on recommande à nos clients, dire automatise tes affaires, mécanise tes affaires, script tout le temps, va le plus vite que tu peux. Puis les autres sont encore très artisanales dans leur approche à bien des égards. Je trouve ça intéressant, c'est rassurant en quelques points parce que l'attaquant est peut-être pas si sophistiqué que ça. Fait que des mesures de base, comme tu mentionnais plus tôt, juste changer le nom du compte administrateur est suffisante pour stopper ce niveau-là d'attaquant, qui est quand même en grand volume de ce que j'en comprends. Là. Contrairement à d'autres qui sont beaucoup plus rares, mais puis moins en tout cas, bref, ça. Moi, ça fait le tour de pas mal de mes questions. Je vais piggyback là-dessus, si tu me permets. Ça, c'est drôle parce que, tu sais, sur le volume, là, on s'entend pas, puis on est en contraste total avec une recherche faite par, je le dis-tu? Je peux le dire. Par Rapid7, OK? Eux, ils ont publié, genre, en octobre dernier. Ils ont roulé des honeypots RDP pendant 1 an. Ils ont parlé de centaines de mille tentatives de connexion, OK? Puis on dit 98% des tentatives, c'était dans RockU 2021. Les mots de passe tentés étaient dans RockU 2021. Nous, on arrive avec sur 3 mois, OK? Pas beaucoup d'honeypots, là. On en a moins que 5, là. On avait 3 millions de combinaisons utilisateurs mots de passe. En 3 mois, avec moins de 5 honeypots, alors que eux, sur 1 an, il y avait 100 000. Il y a quelque chose, là, j'étais comme, je sais pas qu'est-ce que vous faites, mais vous faites pas votre RDP comme nous autres. Là. Puis peut-être que une de mes hypothèses, c'est qu'ils font pas ils ont dû déployer un EPOT qui supporte pas bien le protocole RDP. Un EPOT low interaction, donc il y a beaucoup d'émulation et pas la réalité. Tandis que nous autres, on fait un monster in the middle complet de RDP, puis on cible un vrai système Windows de l'autre côté. Donc, on supporte le Network Level Authentication puis toutes les versions de RDP récentes. Fait que c'est peut-être là le clash, mais dans les données ensuite, si on analyse les 3 millions de connexions, on est à des années-lumière là, des conclusions de Rapid7. Il n'y a pas du tout de. Tu te souviens c'est moins de 50% qui sont présents dans la liste de RockU 2021, qui sont en fait des données qui étaient divulguées là, d'attaques précédentes. Fait qu'eux, c'est 98%, puis nous, on arrive à moins de 50%. Donc, c'est clairement pas ces mots de passe-là qui ont utilisé les attaquants là, pour nous attaquer. Donc, c'était pas du tout les mêmes conclusions. Fait que là, nous, ça nous encourage à dire, hey, l'industrie, il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris, puis il faut qu'on package bien notre recherche, puis qu'on en parle au plus de gens possible pour pouvoir tirer les conclusions nécessaires de ça. Puis je pense même aussi que ça nous pousse à faire ça plus en mode open source research. Je te donne un exemple. Les calendriers d'attaquants que Andréane parlait là, tantôt. Nous, on est un petit groupe. Nos connaissances, disons, en human intelligence sont très limitées comparées à, disons, les services secrets canadiens, américains, etc. Donc, on pense ici que si on les publie, là, nos calendriers d'attaquants, il y a peut-être une entité, ça peut être aussi au privé, là, peut-être qui a du bon human intelligence, c'est Recorded Future, mettons, apparemment, ils ont 1000 analystes, là. Donc, peut-être que eux, si on rend ça public, eux vont dire, tel attaquant que toi, tu as attribué à tel pays, nous, on sait que ces congés-là ou ce time zone-là fit, donc c'est de tel acteur étatique, par exemple. Puis je me dis, si on le rend pas public, vu que c'est des honeypots, vu que ça révèle en rien la propriété puis le IP space de GoSecure, pourquoi qu'on rendrait pas ça public? Les gens vont peut-être pouvoir tirer des conclusions super intéressantes puis les partager. Puis on va augmenter globalement notre compréhension des adversaires. T'sais. Fait qu'en tout cas, là, le fait de voir Rapid7 wrong, puis de pas avoir les données pour pouvoir le prouver, ça me met comme en mode OK, on va partager plus, puis il y a des gens peut-être qui vont nous
qui vont prouver qu'on se trompe à certains endroits, puis tant mieux, dans le fond, ça va juste faire que on est plusieurs à mieux comprendre. Je veux juste prendre quelques secondes pour défendre Rapid7. Tu sais, on a comme j'ai sur Twitter, là, bien sûr, ou d'autres, je suis allé dire, ah, c'est bizarre, on a des conclusions vraiment différentes de votre article, on est surpris. Tu sais, ils ont été vraiment fins, là, je veux juste que ce soit clair. Ils ont tout de suite dit, ah, c'est, tu sais, c'est vrai que les conclusions sont très différentes. On est surpris. Il y a sûrement quelque chose dans notre mécanique, soit le cloud, soit les outils, qui varient, qui fait qu'on arrive à des conclusions très différentes. C'est très cool ce que vous faites. La recherche a l'air très complémentaire. Donc, ils ont été très, très fins et nobles. Je veux pas juste dire qu'ils font de la mauvaise recherche, là, au contraire, mais c'est plate qu'on puisse pas pointer précisément où est la différence. Ouais, mais c'est ça ce que j'allais dire avant que tu fasses l'apologie de Rapid7, c'est que la recherche a ça de particulier, c'est tes hypothèses de base et la façon dont tu montes ton protocole de recherche va avoir une influence quand même importante sur tes résultats. Donc, le protocole qui a été suivi, de toute apparence, il n'a pas l'air d'être connu. Donc, s'il n'est pas connu, c'est plus difficile pour vous autres de savoir comment on peut prendre vos résultats et les comparer avec ceux de Rapid7 parce que le protocole qu'eux ont suivi est peut-être et sûrement différent du vôtre. Donc, dès lors, le chemin va mener à des conclusions différentes parce que le chemin est fondamentalement différent. Je pense qu'en cyber, on n'a pas l'habitude d'avoir des protocoles très robustes comme on pourrait voir dans d'autres champs de recherche où on est vraiment l'habitude d'avoir des protocoles très, très matures et très connus et très publiés et très... Ça, nous, je pense qu'on est plus... Ouais, je pense qu'on débute là-dedans. D'ailleurs, c'est le fun qu'Andréane soit là, justement, du monde de la recherche davantage, qu'elle puisse ramener ce petit volet-là de protocole qui, je crois, qui est déficient en général dans notre approche à ce genre de choses-là, qui n'a pas la rigueur qu'on pourrait s'attendre du monde scientifique en général. C'est peut-être pour ça que vous déviez sur vos résultats. C'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant pour vous parce que vous décrivez votre hypothèse de départ, puis tout votre protocole de recherche est décrit. C'est très important. Puis pour moi, ça a énormément de valeur parce que de cette information-là, je vais être capable de, moi, comme professionnel, de tirer des conclusions supplémentaires par rapport à ça et comment je vais pouvoir leur descendre dans mon propre travail, disons, de ER, par exemple, comment je peux voir et comment conclure de ces travaux-là qui vont m'aider à faire des analyses en IR qui sont beaucoup plus rapides d'ailleurs que quand j'ai ce genre de conclusion-là, je suis capable de tirer, je vois le pattern arriver, puis là, je suis capable d'intervenir beaucoup plus rapidement, donc d'intervenir. Puis comme j'aime bien dire, plus on intervient rapidement en erreur, moins on passe de temps à nettoyer le gâchis qui est là. Fait que plus on arrive tôt, mieux c'est. Fait que cette information-là, justement, alimente énormément ce champ de compétences. Puis je trouve ça très intéressant ce que vous faites. Moi, ça ferait le tour de questions. Avez-vous d'autres choses à rajouter par rapport à ça? Puis ça fait quand même un certain temps. Je dois reprendre ce qu'Alexis avait dit, mais on commence à avoir faim. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter justement par-dessus ou on dîne et on se revoit? Andréane, tu voulais-tu dire quelque chose? Non, on a fait le tour. J'ai parlé de ce qu'on... Pas mal tout ce qu'on avait trouvé d'intéressant dans les derniers temps. Fait qu'une autre fois, on se reparlera pour les futures trouvailles. Ouais, moi, je terminerai en disant juste, on est très passionné par notre sujet. Je pense que ça se voit. Puis, s'il y en a à qui on a pu insuffler la passion ou le désir d'assister dans ce genre de recherche-là, ben, qu'on est toujours assez facile à rejoindre. Donc, que ce soit sur les réseaux sociaux ou via notre site web là, de GoSecure, mais bientôt, je pense qu'un des volets là, de cette recherche-là où ça va s'en aller, c'est dans des partenariats pour être présent sur dans des ranges, pardon l'anglais, là, mais dans des réseaux où les adresses IP sont associées à des compagnies et ou des universitaires ou des ONG. Donc, on va vouloir voir à quel point ça change le profil des attaquants, puis l'étudier avec autant de profondeur. Puis bien sûr, ben là, moi, comme j'ai décrit tantôt, là, tu sais, j'ai toutes les logs et sont toutes conservées. Donc, il y aurait probablement un partenariat gagnant-gagnant à faire si les logs peuvent aller directement à l'organisation qui héberge, si on veut. Ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que j'ai réfléchi. Dans mon design, il faut que ce soit sécuritaire, que ce soit
que ça augmente pas les risques d'une compagnie participante. Donc là, éventuellement, quand on va avoir fini de publier là, les résultats qu'on a décrits aujourd'hui, je veux tomber en design puis essayer de bâtir quelque chose. Puis s'il y a des gens là, qui m'écoutent puis qui sont comme ah wow, on aimerait ça participer à ça, ben n'hésitez pas à nous contacter. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Nicolas.